retrouve pour cette deuxième émission de rentrée, puisque nous avons commencé la semaine dernière avec Claudia Rivet-Chalet. Nous changeons complètement de domaine, complètement d'atmosphère, puisque nous sommes en direct de Lille aujourd'hui, d'où l'heure un peu matinale pour nous les New-Yorkais. Et j'ai vraiment le très grand plaisir de recevoir Marc Capel en direct de Lille. Bonjour Marc. Bonjour Sandrine. Alors, nous allons parler de pas mal de choses aujourd'hui. On va parler de votre dernier roman. On va parler de 3 livres que vous avez écrits précédemment et puis de votre carrière qui est assez géniale entre la carrière à l'école de journalisme de Lille et puis votre carrière au ministère des Affaires étrangères. Il y a beaucoup de choses à raconter. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouve aussi ici dans le livre. On va revenir sur tout ça. Donc, petit portrait, vous avez 62 ans. Donc, vous vivez dans la jolie ville de Lille que j'adore. C'est une ville que j'ai eu l'occasion de visiter plusieurs fois et qui devient de plus en plus jolie au fil des années. Vous avez été donc diplômé de l'école de journalisme de Lille que vous n'avez plus quittée quasiment. On reviendra dessus. D'ailleurs, à l'année de l'investiture, enfin de l'élection de François Mitterrand, j'imagine que pour un jeune journaliste, ça n'était pas anodin, ça vous a marqué. Ah, oui, c'était un grand moment. Moi, je venais tout juste de terminer mes études de journalisme. Bien sûr, c'était un grand moment en termes d'actualité. C'était une grande époque aussi. Bon, bien sûr, oui, ça m'a marqué. Oui. Alors, cette école du journalisme, vous ne l'avez plus quittée, j'ai dit ou presque. Vous avez occupé pas mal de fonctions jusqu'à en prendre la direction. C'était votre dernier poste à l'ESJ. Vous avez aussi consacré votre vie professionnelle à la formation au journalisme en France et puis à l'étranger au travers des différentes émissions culturelles que vous avez fait pour le ministère des Affaires étrangères. On va revenir dessus, à chaque fois dans le domaine des médias. Donc, ces missions, elles vous ont entraîné dans beaucoup de pays, notamment à l'Est, à Bucarest, à Sarajevo. Et vous avez œuvré dans ces villes avant la chute du mur de Berlin et après. Vous étiez où pendant la chute du mur de Berlin, justement? Alors non, en l'occurrence, non. Au moment de la chute du mur de Berlin, moi j'étais en France, j'étais en novembre 89, donc j'étais à Lille en l'occurrence, je travaillais déjà à l'école de journalisme de Lille, et c'est juste après que je suis passé à l'Est pour la première fois, en l'occurrence après la chute du mur. On racontera peut-être ça après tout à l'heure, mais voilà, ma découverte de l'Est date de la chute du mur, après la chute du mur. Mais au moment, en l'occurrence, au moment de la chute du mur, j'avais une promotion d'étudiants de l'école de journalisme de Lille qui était à Berlin et qui n'y était pas du tout pour ça. C'était le hasard total. Là, eux aussi, ça les a énormément marqués. Ils étaient là-bas pour un voyage d'études. Et pendant la semaine qu'ils ont passé à Berlin, il se trouve que le mur est tombé. Voilà. Et moi, c'est extraordinaire. Pour les étudiants en journalisme, c'est juste extraordinaire. Alors, vous avez quoi? Vous avez profité pour faire quelques directs, vous avez mis un peu au cœur de l'actualité pour qu'ils puissent mettre en pratique les études enseignées en théorie à l'école. Oui, bien sûr. Bon, alors, il faut quand même rappeler qu'en 89, on n'avait pas non plus tous les outils dont on dispose aujourd'hui. Hein. Mais évidemment qu'à leur retour, ils ont. Moi, à l'époque, je m'occupais des enseignements de presse écrite à l'ESJ Lille. Et à leur retour, ils ont réalisé un magazine entièrement consacré à la chute du mur, bien entendu. Oui. Ouais, super. Donc, ce sont surtout ces villes de l'Est qui reviennent souvent en toile de fond de certains de vos romans, enfin, d'ailleurs la grande majorité. Enfin, pour terminer un petit peu le portrait, vous vous êtes donné pour mission aujourd'hui d'éduquer les collégiens et les lycéens justement au monde des médias parce que vous dites justement apprendre à s'informer est absolument essentiel pour être un citoyen à part entière. Est-ce que c'est un peu un plaidoyer pour lire au-delà des 48 caractères de Twitter justement? Un plaidoyer pour, pardon, pour ne pas lire que les titres de Twitter et pour aller un peu au-delà et pour comprendre que le média, c'est pas une phrase, 2 phrases. Bien sûr. C'est un gros travail. D'abord, comprendre pourquoi il faut s'informer, déjà, à la base. Et puis, une fois qu'on comprend pourquoi il faut s'informer, l'étape suivante, c'est comment s'informer. Et effectivement, pas uniquement en lisant quelques tweets. C'est un gros travail à mener auprès des jeunes, des collégiens, des lycéens. C'est un gros travail à mener auprès des adultes aussi. Hein. Finalement, ça concerne tout le monde, cette affaire. C'est un gros chantier et ça va, je pense, nous accompagner encore bien des années. Très longuement.
Donc, 4 livres, je les disais. Le premier en 2013, le dernier, celui-ci dont on va parler ce soir en 2020. Alors, tous ont pour cadre l'international, même s'ils traitent de sujets extrêmement différents. On reviendra sur les 3 autres en fin d'émission. Je voudrais qu'on revienne vraiment sur celui-là, mais avant, 2 petites questions. Pourquoi avoir commencé à écrire et qu'est-ce qu'aujourd'hui l'écriture vous apporte? Parce que je sais que vous êtes sur d'autres projets, donc l'écriture, elle prend une place importante dans votre vie. Je dirais que je me suis finalement mis à l'écriture assez tardivement, puisque mon premier livre a été publié en 2013, donc il n'y a pas très longtemps finalement. Sans doute parce que j'étais aussi dans une disposition d'esprit à ce moment-là qui me permettait de consacrer plus de temps à l'écriture. Peut-être parce que bon, j'avais emmagasiner des expériences, des images, des rencontres, vécu des situations qui me donnaient envie de les raconter. Et j'avais plus envie de le faire sous forme de livre que sous forme évidemment plus traditionnelle pour un journaliste, d'article dans le journal. Donc c'est à partir de ce moment-là que effectivement, je me suis dit que j'avais envie de sortir un peu quelques dossiers du tiroir, parce que j'avais emmagasiné des dossiers, des documents, des notes et des morceaux d'écriture, des petits textes qu'on commence à droite et à gauche sans forcément les terminer. À un moment donné, je me suis posé, je me suis dit que j'allais essayer de mettre tout ça un peu en forme. C'est ce que je m'emploie à faire depuis quelques années maintenant. Oui, alors, ce qui est intéressant, c'est que vous auriez pu tomber dans le témoignage, hein, comme beaucoup de journalistes. Vous êtes parti sur le roman, alors bien évidemment avec une base qui est celle de vos expériences, mais vous êtes parti sur le roman et jusqu'à présent, c'est la seule chose que vous écrivez. Non, alors non, pas tout à fait. Alors là, le dernier, là, effectivement, Terminus Budapest, c'est un roman. Mais les précédents relèvent plutôt du récit. Et le tout premier, Jour tranquille à l'Est, c'est une chronique des années 90 à l'Est que j'ai plus particulièrement observé, soit pour avoir vécu sur place, soit pour avoir beaucoup voyagé dans ces pays-là pendant cette décennie-là, donc juste après la chute du mur de Berlin. Et là, c'est une chronique un peu quotidienne de la vie des gens de ces pays-là qui sont passés en 10 ans de l'enthousiasme de la chute du mur et de la chute des régimes communistes, sont passés de ça aux désillusions liées à la difficulté d'intégration en Europe, etc. etc. Mais on va en parler, c'est un sujet assez intéressant et vous avez un œil justement d'un témoin donc différent, donc ça va être intéressant de revenir un peu sur ces illusions perdues. Là, j'aimerais qu'on commence sur ce dernier livre, donc que j'ai adoré, hein, que j'ai lu d'une traite. Et ce livre, Terminus Budapest, voilà, je disais, l'écriture est soignée, le rythme est entraînant, la narration est bien ficelée. Vraiment, on ne s'ennuie pas. Et je rappelle que ce livre est en vente sur Rencontre des auteurs francophones. Voilà, donc vous pouvez aller le commander dès aujourd'hui. C'est un monde passionnant qu'on découvre, qu'on redécouvre. C'est celui de la diplomatie, c'est celui aussi du renseignement. Et donc, ma première question toute naturelle, c'est est-ce que c'est vraiment de la fiction? C'est marrant parce qu'évidemment, on m'a posé régulièrement la question. C'est de la fiction. Moi quelqu'un m'a fait remarquer il y a quelque temps, je pense qu'il avait raison, un ami me disait que souvent les journalistes, quand ils se mettaient à écrire ce type de choses, aiment bien fictionner le réel. Et effectivement, j'aime bien, on va dire, fictionner le réel. Donc, ce que je peux raconter dans Terminus Budapest s'appuie sur une réalité que j'ai pu observer, à laquelle j'ai pu participer par certains aspects seulement, mais et donc bien sûr que je m'inspire de personnages que j'ai pu rencontrer, de situations que j'ai pu vivre. Après le reste, je me suis un peu laissé. J'ai eu envie de raconter une histoire, en particulier pour ce qui est de ce livre-là. Après avoir longtemps observé cette petite communauté internationale
c'est-à-dire, vous savez, ces expatriés qui, à force de vivre longtemps dans certains pays et travailler pour certaines grosses organisations internationales, l'ONU, l'UNESCO, l'OTAN, la Croix-Rouge, enfin, etc., etc., se définissent finalement eux-mêmes et vivent eux-mêmes comme étant des internationaux. Ils n'appartiennent Oui, véritablement à leur pays d'origine. alors que Ils vivent dans une espèce de bulle internationale. Ils sont nourris, blanchis par la communauté internationale. Et par moments, ça tourne un peu en rond, ce petit monde. Et j'ai pu observer, alors moi à un moment donné, j'ai un peu fait partie de cette communauté-là, mais finalement pas très longtemps, quelques années. À un moment donné, j'ai voulu tourner la page de ça, mais certains, bon, s'y installent à vie. Hein. ah oui, ah oui. On va en reparler parce que, enfin, alors, pas comme vous, de l'extérieur, j'ai pas mal fréquenté ces grandes institutions, de l'extérieur et de l'intérieur par des gens qui sont juste extraordinaires. Et il y a énormément à dire entre ceux qui font fonctionner ces grandes maisons et ces grandes maisons. Parfois, il y a une dichotomie assez intéressante. On va revenir dessus. Moi, il y a un personnage que j'ai beaucoup aimé, qui est un personnage secondaire, le personnage de cette femme, Victoire, qui devient Victoria, c'est comme ça qu'on prononce, parce que c'est écrit effectivement Victoria, qui est à la fois la meilleure amie et peut-être l'amour secret de votre personnage principal. Moi, je trouve intéressante l'histoire de Victoire parce que c'est cette fille d'immigrés lituaniens qui désire renouer avec une histoire que ses parents ont essayé de mettre de côté en s'intégrant. Est-ce que vous avez rencontré des victoires? On a l'impression que Victoire, elle existe quelque part. Vous l'avez rencontré, cette victoire. Ces gens qui ont besoin de renouer avec des racines, peut-être pour trouver un équilibre de vie. Oui, bien sûr, possible. J'ai rencontré plusieurs victoires, mais je pense que si on prend un peu de temps, si on écoute un peu les gens, maintenant on vit dans un monde très, très multipolaire, multilatéral, on circule beaucoup. Donc, si on prend un peu de temps, on peut facilement rencontrer des victoires à côté de chez soi. Il faut écouter un peu, effectivement, les gens qui ont besoin de se retrouver, de revendiquer leur véritable identité, leurs racines, un passé pas toujours simple. Et à un moment donné, dans une vie, tout ça remonte à la surface. Est-ce Et, que c'est un lien aussi que vous avez fait, parce qu'on va en parler tout à l'heure, vous avez adopté une petite fille vietnamienne. Est-ce que vous vous êtes posé la question justement de savoir que votre petite fille sera peut-être une victoire plus tard et qu'elle aura besoin de renouer ça, avec pour ses le coup, on racines? en parlera peut-être tout à l'heure. Il se trouve que c'est l'objet d'un de mes autres livres qui s'appelle Quand tu iras à Saigon. C'est précisément l'objet du livre. Alors, moi, je trouve que Victoria aussi, on va terminer sur Victoria, mais j'aime bien ce personnage parce que je trouve que c'est un peu le lien humain dans un monde un peu déshumanisé. C'est un peu un refuge, une encre, Victoria. Est-ce qu'elle a un rôle modérateur, justement, un peu lisseur dans votre roman? Ou est-ce que c'est une lecture très, très, très personnelle du Non, non, personnage? vous avez peut-être raison. Je ne sais pas, je ne l'ai pas forcément construit comme ça. C'est un peu je me suis, on va dire, contenté peut-être de touches un peu impressionnistes concernant le personnage de Victoire. Mais, euh, mais c'est vrai que elle, ou bien ou le photographe Paul, le photographe dans le livre, par exemple, bon, se correspondent à des personnes qui, qui, par bien des aspects, existent dans la vraie vie. Et ce photographe qui parcourt le monde, pour tirer des portraits de gens qu'il rencontre un peu dans tous les milieux et qui se fait fort ensuite d'aller restituer leur image aux gens qu'il a pu photographier. C'est-à-dire qu'il fait le chemin dans l'autre sens, il va en Afghanistan ou ailleurs et il retourne, il rend leur image aux gens. C'est une très belle image. Et je connais en l'occurrence quelqu'un qui fait ça. Et c'est assez fantastique. Mais voilà. Parce que Victoria, c'est aussi la maison du Touquet. Je trouve que c'est un lieu important puisque on commence le livre avec cette maison du Touquet, on finit le livre dans cette maison du Touquet. Là aussi, on a l'impression que c'est un peu une bouée de sauvetage face à tous vos personnages qui sont de nulle part et de partout. Vous en parliez des personnages très internationaux. Là, on a un peu
on a un peu l'impression que cette maison, c'est aussi, voilà, c'est aussi une. Ça m'a fait penser un peu à la maison de Maxime Le Forestier, l'espèce de maison fantasme où tous les amis de passage viennent. Ben, je pense que quand on a une vie un peu bousculée ou quand on vit entouré de gens qui ont des vies un peu agitées, compliquées, beaucoup à l'étranger, qui voyagent, etc., on a besoin d'avoir un refuge aussi, de s'y retrouver de temps en temps, de se poser, se dire, bon voilà, si un jour vraiment ça allait mal, où est-ce que j'irais? Où est-ce que j'irais me cacher? Où est-ce que j'irais me réfugier? Bon, bah, considérons peut-être que cette maison au Touquet, ça aurait pu être ailleurs, hein, mais considérons que c'est le refuge en question. Ouais. C'est heureux parce que je trouve que le lecteur, quand il termine le livre, en tout cas c'est l'impression que j'en ai eue, enfin, je me suis retrouvée dans mon refuge après avoir circulé avec les personnages dans des mondes parfois un petit peu compliqués. On était heureux de finir dans cette jolie maison du Touquet avec toutes les images, enfin, toutes les images de fantasmes de la maison de famille auquel elle fait penser. Alors, vous parliez de Paul, et justement dans vos romans, il y a quand même des personnages extrêmement atypiques, qui ne sont pas toujours respectueux des règles de la maison, et qui ont envie de vrai ce en quoi ils croient, et donc pas toujours suivre les consignes à la lettre. On parlera un peu justement de tout ça, des missions où les personnages ne s'y retrouvent peut-être pas toujours. Donc il y a François Monroy, qui est un personnage important, un monsieur important dans votre livre. Il y a le Paul, qui n'a pas de nom de famille d'ailleurs, qui n'en a jamais eu pour le personnage principal. Et puis moi j'ai pensé aussi à des gens qu'on connaît, vous et moi, comme Célia de la Varenne, qu'on recevra en fin de mois. C'est des espèces d'électrons libres, j'ai envie de dire. Vous avez rencontré beaucoup d'électrons libres comme ça dans votre carrière diplomatique, Ouais. qui ont essayé de faire autre chose pour. On a l'impression qu'ils ont envie de sortir du carcan dans lequel ils sont, quoi. Oui, tout à fait. Ben, j'en ai rencontré beaucoup parce que, donc, effectivement, il faut préciser que, en plus ou à côté ou avant ou après, parce que tout ça, ces années-là se sont un peu mélangées, mais à côté des années que j'ai consacrées à la formation en journalisme, j'ai effectivement aussi travaillé quelques années pour le ministère des Affaires étrangères, donc à l'étranger et à Paris. Et j'ai effectivement rencontré des personnages comme ça, des gens qui ont envie que les choses avancent, qui ont envie que les projets se concrétisent, mais qui savent que pour que ça marche, à un moment donné, il faut tordre le cou au système. Il faut autant que faire se peut, tricher, contourner les règles du jeu et résister, enfin, etc. Et ces gens-là, bien sûr, existent. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens comme ça. Et d'ailleurs, je dis régulièrement que de ce point de vue-là, ma vie professionnelle a été faite de belles rencontres. De belles rencontres. Je crois beaucoup plus aux belles rencontres qu'au calcul, au plan de carrière et autres considérations. Et donc, oui, ces personnages-là existent, bien sûr. Les gens qui veulent faire avancer, et donc d'où l'histoire là, d'imaginer dans mon livre un groupe de ces fameux internationaux, ces expatriés, qui décident de s'associer. Ils sont un peu partout dans le monde, ils travaillent pour différentes organisations et ils se disent qu'ils ils sont 20, 30, 40, 50, hein, ils sont pas nombreux, mais ils sont bien payés, donc ils ont les moyens de mettre un peu d'argent de côté chaque mois et ils décident de s'associer pour financer des projets qu'ils jugent, eux, utiles de faire avancer, même si ça ne plaît pas forcément toujours à leur hiérarchie. Donc, ils le font clandestinement. Ils sont parfois au bord de l'illégalité, parfois des ventes d'armes au bon pour contrer les méchants, on va dire, si on veut être. Mais vous parliez justement des gens, et c'est vrai que je parlais tout à l'heure d'une dichotomie entre les institutions et les hommes et femmes de bonne volonté qui les composent souvent. Et moi, je pense aux Nations Unies, vous en parliez tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'approcher à maintes reprises des Nations Unies, et c'est vrai que de l'extérieur, on pense que c'est une maison un peu obsolète et un petit peu corrompue, avec des gens qui ne servent pas à grand-chose. Et puis quand vous rencontrez les gens individuellement, vous tombez sur des gens d'une bienveillance, des gens formidables, quoi. Et donc,
on a envie de dire, c'est quoi un peu le problème aujourd'hui? C'est quoi? C'est la lenteur des institutions, c'est les enjeux politiques qui sont beaucoup trop contraignants et qui font qu'on ne peut pas faire grand-chose? Ou alors est-ce que l'humanitaire aujourd'hui, c'est tellement professionnalisé que c'est plus le cœur qui parle, c'est à la fois les enjeux politiques, les enjeux économiques, les enjeux du monde? Oui, C'est quoi selon vous? bah, sur le moment, enfin, moi, j'ai que là-dessus comme ma petite expérience. Hein. Je suis pas devenu non plus un spécialiste de l'évaluation des institutions, loin de là. Mais c'est vrai que je pense que lorsqu'on se trouve en particulier dans les grosses organisations, à un moment donné, on est confronté au gigantisme et parfois aux freins de toute nature qui bloquent le fonctionnement de ces institutions. Et donc, au niveau, à titre individuel, quand on travaille pour ou à l'intérieur de ces grandes organisations, on peut avoir envie de faire autrement pour que ça avance. Est-ce que vous, Marc, vous avez eu l'impression sur certaines missions que vos missions n'étaient pas primordiales face, je veux dire, vous parlez à un moment de Bernard-Henri Lévy et qu'un ministre dit au personnage, vous n'avez pas commencé à créer des choses qui ne servent à rien, il y a des choses plus importantes à mettre en place dans notre pays après la guerre. Est-ce que vous avez eu l'impression, en arrivant dans un pays avec un projet qui vous paraissait formidable, de vous dire est-ce que c'est le moment, voilà, est-ce que ce pays a besoin de ça? Bon, alors, il faut préciser que moi mon cœur d'intervention, c'était tout ce qui pouvait relever on va dire, de l'appui aux médias, de l'aide à la formation au journalisme, de l'aide à la production cinématographique, au développement des radios, de la presse, etc., dans les pays, alors en particulier dans l'ex-Yougoslavie, mais également donc en Roumanie où j'ai vécu aussi. Donc ça, c'était mon cœur de métier, je dirais, dans une période où ces pays-là donc venaient complètement de changer de régime et devaient se reconstruire sur de nouvelles bases, en particulier sur des bases démocratiques. Oui. Et donc l'appui aux médias était bien sûr un secteur sensible. Donc c'est pour ça, moi je ne suis pas arrivé là par hasard, j'ai souhaité faire ça. D'accord. C'était un choix. Donc, on va dire que au moins, tant mieux pour moi et quand même aussi quelques autres, Dieu merci, j'ai pas trop eu l'impression de travailler de manière totalement inutile. C'était un choix de partir en Europe de l'Est, en fait, dans ces pays-là, ou c'était un choix de travailler pour améliorer les choses en tant que mission à l'étranger? Vous avez vraiment voulu aller dans ces pays-là? Ouais. Dans un premier temps, ça a été le choix de partir en Europe de l'Est et de travailler sur ces pays-là, parce qu'après la chute du mur de Berlin, il y a une sorte d'appel d'air lié à l'ouverture de ces pays-là à la démocratie, et donc la nécessité de reconstruire ou de construire pas mal de choses, et notamment des médias fonctionnant sur des bases professionnelles, n'étant pas simplement la voix de son maître. Ouais. Après j'ai été amené à développer ça dans d'autres pays, notamment à l'époque où je m'occupais des activités internationales de l'école de journalisme de Lille. Mais là où, par contre, c'est autre chose, hein, mais à un moment donné où j'ai pu observer une difficulté, moi, quand j'intervenais, soit quand je travaillais pour le ministère des Affaires étrangères, soit pour l'école de journalisme de Lille, mais sur financement, en général, souvent du ministère des Affaires étrangères, c'est la difficulté de travailler sur certains projets dans la durée. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où on obtient des financements pour travailler pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans sur quelque chose. Et puis à un moment donné, le robinet aux subventions est fermé. Et là, tout le monde se retrouve un peu, même si les besoins sur place sont encore extrêmement importants. Ça peut générer de la frustration. Alors, ça se passe comment? Il y a quelqu'un, j'imagine que ce n'est pas à vous d'aller chercher des financements privés.
il y a quelqu'un qui prend le relais ou vous avez vraiment l'impression d'abandonner un projet Oui, Sarajevo en particulier, on a aidé à la mise en place d'une école de journalisme sur place, créée par une équipe fantastique locale, une équipe bosnienne, sur financement français, sur financement européen. Et l'école a fonctionné pendant quelques années, pendant presque 10 ans. Et puis malheureusement, maintenant, elle n'existe plus, faute de financement. Pourtant, les besoins restent. Mais donc, ça veut aussi dire que dans les pays, les choses ne se sont pas mises en place pour que les autorités locales prennent le relais sur ce que les. Alors, on va revenir un peu sur vos personnages. On découvre des personnages donc, qui ont des missions exaltantes à travers le monde, qui prennent un taxi, qui arrivent dans un aéroport, enfin voilà. Mais c'est des personnages qui sont aussi très, très seuls. On a l'impression que c'est des éternels recommencements. Ils arrivent quelque part, ils reposent leur valise, ils recommencent à zéro. Et il y a un petit appartement, un pied-à-terre qui est quelque part. Est-ce que c'est des personnages qui sont capables finalement de concilier une vie de famille avec leur vie professionnelle? Est-ce que c'est des personnages qui ont une vie hors norme et qui sont incapables d'avoir une vie normale? Est-ce que c'est des personnages qui sont capables un jour de s'arrêter et de dire bon, allez, moi j'arrête, je construis une famille, j'arrête de voyager? Ou alors, à un moment donné, ça a été mon choix. Hein, ouais. À la fois est-ce qu'il y a une ADN qui fait que ben, voilà, on est fait pour parcourir le monde toute sa vie, on est incapable de se poser? Est-ce que je ne sais pas, je crois que vous avez rencontré comme moi, il y a effectivement des gens qui arrivent ou qui ont envie ou besoin de vivre cette vie-là très très longtemps. Moi, effectivement, j'ai fait le choix à un moment donné, pour un tas de raisons, mais j'ai fait le choix à un moment donné d'arrêter ça et de revenir à ce moment-là d'ailleurs à Lille et pour retrouver l'école de journalisme de Lille que j'avais quittée. Mais et aussi parce qu'à un moment donné, quand on s'éloigne longtemps de la France, parce que là il s'agit de la France, mais vous pouvez faire, je pense, le même raisonnement pour d'autres pays. Après, vous avez bien du mal à vous réinsérer dans la société française, à retrouver un travail, etc. C'est quand vous avez pris trop de distance depuis trop longtemps, c'est très difficile de revenir parfois. Ça, j'ai connu des gens, pour certains des amis, pour qui ça a été très difficile. Oui, moi aussi, j'ai connu des gens qui sont rentrés, qui ne sont pas restés, parce qu'ils n'ont pas réussi à se réintégrer. Alors, on a l'impression aussi, en lisant votre roman, qu'il y a une espèce de réseau de camaraderie, de façade, un peu, j'ai envie de dire. En gros, l'agent missionné est ravi d'arriver dans un pays et de retrouver des têtes connues, mais on se méfie tous. On a l'impression qu'il n'y a pas de lien réel qui se met en place. Est-ce que vous avez connu cette méfiance aussi de vous ou des autres, ou cette solitude, ou au contraire, est-ce que vous avez vraiment tissé un réseau avec d'autres expatriés et avec qui vous continuez peut-être d'avoir des relations d'amitié de loin? Non, bah, heureusement, bien sûr, j'ai pu nouer de véritables liens d'amitié avec certains et certaines, bien sûr, hein, mais après, pour le reste, effectivement, c'est un milieu où il existe une forme de compétition, de concurrence, des petites mesquineries aussi, enfin, etc. Donc, mais bon, ça, je pense que c'est pas forcément très, très différent de ce qu'on vit lorsqu'on reste en France. Après tout, bon. Ah. Oui, mais alors, vous parlez justement d'espèces de concurrence. C'est vrai qu'on a l'impression dans les personnages, ils arrivent quelque part, on enlève les documents qu'on a générés pendant des années pour pas que l'autre en profite. C'est comme si ces gens qui avaient une mission pour un intérêt général, pour l'intérêt général de leur pays ou des pays pour lesquels ils apportent leur soutien, cet intérêt général devenait un intérêt personnel, comme si l'intérêt de la nation n'existait plus. Ça, c'est une réalité ou c'est vraiment le trait un petit peu tiré dans le livre? C'est un peu quand même, là, encore une fois, c'est un roman, hein, donc oui. C'est pas un essai, c'est pas une analyse du fonctionnement du monde de la diplomatie ou du renseignement. Hein. À propos de renseignement, petite boutade,
parce que tout à l'heure, vous me demandiez si, en gros, si c'était vrai tout ça ou si c'était de la fiction. Donc, globalement, c'est la fiction. Je vous l'ai dit que je fictionnais le réel. Bon, maintenant, en ce qui me concerne, mais comme je pense, en ce qui concerne beaucoup d'expatriés qui se sont trouvés dans ces pays-là, on va dire les pays de l'Est pour faire vite, après la chute du mur de Berlin, le fait d'être pris pour un agent, pour un espion, c'est un grand classique quand même. Hein. Moi, on m'a régulièrement posé la question. On continue d'ailleurs à me poser la question. Je sens bien que vous allez me la poser dans 2 minutes. Non, mais enfin bon, elle est sous-entendue dans mes questions. mais non, je veux dire, c'est un peu caricatural, mais alors bon, après, j'ai aussi eu envie de jouer là-dessus avec cette histoire. Bien sûr. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a à peu près 2 types de personnages dans votre roman. Il y a ceux qui partent parce qu'ils y croient, donc parce qu'ils sont vraiment convaincus qu'ils ont un rôle à jouer. Puis il y a ceux qui y vont parce qu'ils sont grassement payés. Alors vous, je sais que vous êtes engagé par conviction, mais il y a vraiment des gens qui rentrent dans ces missions, qui sont quand même des missions de cœur, hein, juste pour le salaire de fin de mois. Ouais. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais dans ces cas-là, pour eux, ce ne sont pas ce que vous appelez une mission de cœur. Ils arrivent là, pour beaucoup aussi, par le système classique diplomatique des postes. On passe d'un poste à l'autre et on vise tel ou tel poste parce qu'on sait que les conditions locales seront bonnes, parce que le salaire ou l'indemnité de résidence sera très bonne, etc., etc. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, bien sûr. Qui se rapproche un peu plus, j'ai envie de dire, du monde un peu diplomatique à proprement parler, de construire un avenir, un futur en se faisant envoyer là. Enfin, voilà. Là, c'est vrai qu'on a l'impression que quand on travaille pour une ONG ou en tout cas pour quelque chose qui ressemble, on a l'impression que les motivations sont différentes, mais finalement, il y a les mêmes gens partout. C'est variable. Là aussi, franchement, c'est variable aussi. Je ne vais pas non plus dire que c'est épouvantable partout. Il y a heureusement des gens sincères qui ont un véritable engagement, qui font un véritable travail. Vous avez parlé tout à l'heure de Célia de la Varenne. Nous voilà un exemple. Hein. Bon, il y en a heureusement beaucoup d'autres. C'est pour ça que des jeunes aussi continuent à avoir envie de s'engager aujourd'hui dans des missions auprès d'ONG, dans des missions de type humanitaire ou autre. Heureusement. Pour rendre utile, c'est absolument indispensable. Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez appris, vous, de toutes ces missions par exemple, quelle a été votre mission la plus importante, celle qui vous a peut-être le plus touché, ou vous êtes senti peut-être le plus utile, je ne sais pas, si vous deviez faire un petit bilan? D'abord, ce que je pense que j'ai peut-être essentiellement appris, finalement, j'ai passé, que ce soit aux affaires étrangères ou à l'école de journalisme de Lille, j'ai passé énormément de temps à travailler sur des dossiers internationaux. Hein, et ce que j'ai appris, ça paraît tout simple, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas vrai pour tout le monde, c'est qu'il ne fallait rien imposer, qu'il fallait, quand on voulait travailler sur ces questions-là, il fallait partir de la demande véritable des gens, de vos interlocuteurs sur place. Et donc, ça veut dire, c'est tout bête, mais ça veut dire que dans ces cas-là, il faut prendre le temps de les connaître, ces interlocuteurs, qui ils sont, comment ils travaillent, quels sont leurs besoins, et leur laisser le temps et leur donner les moyens eux-mêmes leur demandent. De ne pas leur imposer, venir en disant, moi, je viens de Paris, de Lille, de Marseille ou de Washington, et vous allez voir, je sais comment il faut faire, écoutez-moi. Ça, dans ces cas-là, généralement, on se plante. Et j'ai pas compris ça tout de suite. Hein. Avec le temps, j'ai appris. Quoi, voilà. Après, là-dedans, mes missions, il y a beaucoup de choses, hein, mais il y a 2 villes, plus particulièrement, qui ont représenté beaucoup de choses pour moi. Bon, Bucarest, où j'ai accompagné la création d'une faculté de journalisme au sein de l'université de Bucarest, donc juste après la chute du régime Ceausescu. Je suis resté 3 ans sur place. Je suis encore en contact aujourd'hui avec certains de mes anciens étudiants, un d'ailleurs qui vit à Miami, Sorin, que je salue s'il m'écoute, avec des étudiants qui sont devenus enseignants, même dans cette fac de journalisme aujourd'hui. Voilà. Donc, bien sûr, ça, c'est un projet fort. Et on a vraiment l'impression de ne pas s'être déplacé pour rien. C'est un investissement extraordinaire qu'on arrive à ce genre de résultat. Est-ce que d'ailleurs,
Est-ce qu'il y a des choses que vous avez regretté de ne pas mener à leur terme, enfin en dehors de l'aspect financier dont vous nous parliez tout à l'heure? Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas réussi à mettre en place, que ce soit parce que vous n'avez pas trouvé face à vous l'écoute, la volonté, la disponibilité, ou parce que peut-être les autorités ont fait en sorte que ça ne se fasse pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a eu des projets avortés ou des projets qui ne sont pas allés là où vous vouliez les amener? Je pense que en fait, qui peut être frustrant, par exemple, j'ai beaucoup intervenu en Hongrie, si on prend à Budapest, pendant pas mal d'années, où j'ai organisé des sessions de formation, de perfectionnement pour des journalistes hongrois. L'objectif était de leur permettre de mieux traiter les questions européennes. Ça, c'était dans les années 90. Mieux faire entrer les questions d'actualité européenne dans les médias hongrois. C'était à l'époque un sujet assez important, compte tenu de la situation de la Hongrie, etc. Et donc, il y a eu beaucoup de temps, j'ai envoyé beaucoup de monde, énormément de formateurs et de formatrices sur place en Hongrie. On a invité beaucoup de confrères et de consoeurs hongrois et hongroises en France, ou à Bruxelles, auprès des institutions européennes, etc. etc. Tout ça pendant quelques années. Bon, et quand je regarde maintenant la situation de la Hongrie, des médias en Hongrie, c'est un peu désolant, mais ça rend modeste aussi. Hein, voilà, c'est parmi les choses. Après, il y a des choses dont vous ne pouvez rien, je veux dire. Non. Le poids politique, les institutions, plein de choses qui font en sorte que ça n'avance pas, quoi. Mais bon, je comprends la frustration. Quand on a une mission qui est de cœur comme la vôtre, c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir œuvré pour pas grand-chose, et c'est un peu frustrant à la fin. Moi, j'aimerais revenir aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, hein, on va essayer de parler de pas mal de choses, sur le côté obscur de cet envoyé spécial, donc qui fait partie de cette espèce de réseau secret dont vous nous parliez tout à l'heure, cette communauté internationale qui œuvre pour ce qu'elle croit juste, même en étant parfois donc, à la limite, voire dans l'illégalité. C'est des gens qui viennent a priori ou des ESPAC, ou qui viennent des ONG, qui ne se connaissent pas. C'est une espèce de confrérie secrète. C'est une fiction ou ça peut exister? Je ne vous demande pas si ça existe, peut-être vous ne me direz pas, mais est-ce que potentiellement ça peut exister? Est-ce qu'on travaille pour une ONG ou une institution qui est parfois poussif, on aspire justement à aller au-delà, à œuvrer pour quoi on s'est engagé à base, et donc ça peut amener à ce genre de confrérie ou de Honnêtement, je ne sais pas si ça existe sous la forme d'une organisation aussi assez structurée, telle que je la décrit dans le roman. Maintenant, il y a beaucoup d'individus qui fonctionnent comme ça et qui regroupent autour de 2, 3, 4, 5 personnes. Peut-être pas une organisation aussi développée que celle que j'ai pu décrire, mais disons que par petites touches, ça existe. Il faut préciser quand même que dans le roman, ce groupe-là d'internationaux, d'expatriés qui se liguent pour financer, pour mettre en place des projets qu'ils jugent, eux, pertinents, utiles politiquement, diplomatiquement, etc. Ce groupe se baptise, ce groupe clandestin, je précise évidemment, clandestin, se baptise Communauté internationale. Pourquoi Communauté internationale? Parce qu'à l'époque, j'entendais parler tous les jours, je lisais tous les jours dans les journaux, vous aussi, tout le monde, on entendait tous les jours parler de la communauté internationale a fait ci, la communauté internationale a fait ça, la communauté internationale pense ceci, cela. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est la communauté internationale? En fait, c'est tout ce qu'on veut, c'est tout et rien. Suivant les sujets et suivant les petits arrangements des uns et des autres, on y met les États-Unis, la France, etc. Et dans d'autres cas, on mettra plutôt tel ou tel autre pays ou telle autre ONG. Voilà. Donc c'est une espèce de concept un peu flou, creux, et que donc j'ai repris à mon compte, mais en l'utilisant pour baptiser, pour le coup, ce groupe d'expatriés qui, lui, a envie d'agir. Voilà. Oui, vous le dites d'ailleurs, vous donnez un peu cette explication dans le roman. Alors, vous tapez aussi un peu gentiment sur la diplomatie en col blanc, les soirées pince-fesses,
qui réunissent que des expatriés et qui oublient que c'est bien aussi de faire se rencontrer locaux et expatriés, une espèce de monde de faux semblants. Vous avez regretté parfois dans vos missions que les choses soient un peu figées comme ça, qu'elles ne soient pas toujours audacieuses? Est-ce que vous auriez aimé que cette diplomatie vous accompagne peut-être plus ou soit peut-être plus engagée? Alors, je dis ça tout en précisant que j'ai rencontré de formidables diplomates dans ma vie, très engagés et qui ont fait beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'il y a aussi une certaine diplomatie qui ne fait pas de vagues. Ouais, pareil, oui, effectivement, j'ai rencontré, soit aux affaires étrangères, soit même à l'époque où je travaillais à l'école de journalisme de Lille, j'ai rencontré beaucoup de diplomates dans beaucoup de postes dans le monde. Pareil, là, des gens fantastiques, des gens très engagés, des gens atypiques, et puis, à côté de ça, des gens type, effectivement, surtout pas de vagues. Donc, c'est très variable. Ce qui m'a probablement effectivement le plus régulièrement agacé, c'est pour ça que j'en parle un peu dans le livre, c'est ces couches-là où si vous êtes, à partir du moment où vous êtes un fonctionnaire de catégorie C, effectivement, on n'a pas trop le droit d'aller à la réception, sont invités les catégories A, et ne parlons pas des recrutés locaux. Alors là, ceux-là, bon, quand on les invite pour le 14 juillet, c'est pas vrai dans tous les postes, hein, je précise. Oui, non, bien sûr, tout à fait. Mais ça arrive, il y a des postes où on fait comprendre aux employés locaux que non, on va rester entre Français, quoi, le 14 juillet. Bon, voilà, c'est des petites mesquineries. Bon, Qui vont un peu à l'encontre de à sourire, mais parfois ça peut agacer, quoi. Voilà. Un peu à l'encontre de la mission d'une représentation à l'étranger. Vos personnages se baladent dans des villes qui sont encore parfois dangereuses, les villes de l'après-guerre. Dans votre livre, on sent qu'il peut y avoir une tension, une violence à chaque coin de rue. On a l'impression que les personnages ne sont pas touchés par une peur, par une crainte. Est-ce que c'est une question d'habitude de vivre dans ces atmosphères-là, dans ces environnements-là? Est-ce que c'est une inconscience? Est-ce que c'est si m'arrive quelque chose, c'est mon destin? On a vraiment l'impression que vos personnages se baladent comme s'ils étaient sur les Champs-Élysées, alors qu'on sent qu'à chaque carrefour, il peut se passer quelque chose. Oui, alors franchement, je pense que c'est relativement involontaire. Enfin, c'est pas un calcul de ma part. Mais c'est aussi parce que je pense que, sans doute parce que j'ai finalement rencontré pas mal de personnages comme ça, oui, qui n'en font pas forcément beaucoup, qui racontent pas forcément en détail tout ce qu'ils ont pu vivre comme difficulté, comme moment un peu tendu dans leur journée. Bon. Donc, il y a une espèce de quotidien dans lequel on s'installe, mais je ne l'ai pas fait forcément exprès. C'est intéressant la lecture que vous en faites. Ce n'est pas un effet recherché, quoi. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous décrivez des pays qui sont parfois sortis de la guerre depuis une dizaine d'années et qui vivent quand même dans une certaine pauvreté, une certaine misère. On a l'impression que la fin de guerre, elle est toujours là. On n'est toujours pas sorti de cette fin de guerre. La reconstruction est lente. C'est quoi qui freine dans ces pays? C'est quoi? C'est des régimes enfin, c'est quoi? Pourquoi 10 ans après la guerre, ces pays ont toujours autant de difficultés à retrouver une vie un peu normale? Regardez, si on prend l'exemple de la Bosnie-Herzégovine, on n'est pas 10 ans après la guerre, on est 25 ans après la guerre, et les jeunes continuent à vouloir quitter le pays. Il y a un taux de chômage énorme. Le pays reste divisé entre ethnies. Ça reste extrêmement compliqué. Alors, dans le cas précis de la Bosnie-Herzégovine, c'est aussi parce que l'après-guerre a été mis en place aussi sur la base des règles du jeu fixées par la fameuse communauté internationale, et la division du pays, son organisation, etc., ce qui fait que c'est un des pays les plus complexes au monde sur le plan institutionnel. Mais surtout, on va dire, la confiance n'est pas là, l'économie ne fonctionne
pas véritablement. Et c'est un pays qui est à nos portes, hein, qui est dans l'Europe et qui n'y est pas, parce que précisément, le chemin vers l'Union européenne est encore long. Et donc ça génère énormément de frustration. Et voilà. Des jeunes qui aspirent à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Alors, donc, tout ce dont on vient de parler se retrouve dans ce formidable roman un peu diplomatique, un peu d'espionnage, un peu de tout. Je ne sais pas comment vous le détermineriez, vous, qui s'appelle Terminus Budapest. Il est édité chez Fauve. Vous m'avez dit, vous en avez parlé tout à l'heure, vous parliez de rencontres, et vous m'avez dit que ça avait été une rencontre avec cette maison d'édition. Vous croyez beaucoup aux rencontres? Oui, tout à fait. Alors, les éditions Fauve, en fait, sont une maison d'édition qui dépendent des éditions Michalon, qui ont été créées par Yves Michalon. Et il se trouve qu'un de mes autres livres, donc on parlera peut-être tout à l'heure, a été édité chez Michalon. Et il se trouve qu'un jour, j'ai rencontré Yves Michalon, donc le fondateur, et on s'est rendu compte qu'on avait tous les deux un passé commun à l'Est. Il a énormément circulé dans les pays de l'Est après la chute du mur de Berlin, donc un peu comme moi. Lui, sa mission à l'époque, c'était de soutenir des personnalités, des organisations qui voulaient contribuer à mettre en place un système démocratique. Donc, lui, il s'agissait de soutien notamment à des opposants, la mise en place de nouvelles institutions, etc., etc. Donc, il a rencontré beaucoup d'intellectuels, de personnes, d'hommes et de femmes politiques, etc., pendant pas mal d'années. Je savais que je connaissais de nom Yves Michalon. Je savais qu'il avait créé une maison d'édition dans les années 90 qui s'appelait donc les éditions de Michalon. Et je l'avais jamais rencontré. Donc, on s'est rencontrés assez finalement vers je crois en 2017, ça va faire heure. Et on s'est parlé, on s'est rendu compte qu'on connaissait plein de monde en commun, etc., etc. Et donc voilà, ça c'est une des belles rencontres. C'est un monsieur absolument formidable pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, beaucoup de respect. Voilà. Alors, dans votre livre, je ne sais pas si je l'ai pris comme un petit clin d'œil ou si c'est un petit clin d'œil, vous parlez d'une formidable libraire indépendante. On sent aussi d'ailleurs votre soutien aux librairies indépendantes, ça on va en parler aussi un petit peu à la fin. Des libraires qui n'ont pas une vie facile. Hein, et je ne sais pas, moi j'ai pensé à une librairie Place Ronde à Lille. Je ne sais pas si c'était un petit clin d'œil pour Fabienne, mais c'est un peu comme ça que je l'ai pris. Tout à fait, tout à fait. Ben, voilà, à propos de belles rencontres, on va en une autre. Fabienne, donc, la fondatrice et l'animatrice de la librairie Place Ronde à Lille, qui est presque ma voisine, et qui m'a appris énormément de choses sur le monde de la librairie et sur les différents métiers du livre. Oui, d'ailleurs, je conseille aux gens de la suivre sur Twitter parce qu'on apprend, mais vraiment au jour le jour, la difficulté d'être une libraire indépendante en France. Et moi aussi, comme vous, je dois dire que ma première interaction avec Fabienne a été un peu dure. Et après, j'ai trouvé juste cette femme extraordinaire. Et donc, il faut vraiment soutenir des gens comme Fabienne et la librairie de la Place Ronde. Absolument, voilà, le message est passé. Je pense que Fabienne nous écoute, elle appréciera, j'imagine. Mais voilà, et il faut aussi, on me dira peut-être un mot à la toute fin, il se trouve que cette histoire-là, la librairie indépendante, les librairies indépendantes, ont inspiré le sujet de mon prochain livre. Mais voilà. Justement, on va en parler à la fin. Je voudrais qu'on revienne sur vos 3 autres livres assez brièvement, parce qu'on a beaucoup parlé déjà. Donc, premier livre sorti en 2013, Jour tranquille à l'Est. Alors, donc, vous en parliez, c'est une chronique entre les années 90 et 2000 en Europe de l'Est. Vous êtes beaucoup rendu dans ces pays à ce moment-là, même, je crois, mission ou pas mission. Vous parlez de cette période qui est celle de l'après-communisme, où on pensait à un renouveau extraordinaire, on sortait de ces pays souvent dictatoriaux, et puis après, c'est les désillusions. Vous les avez vécues, vous, ces désillusions, chez les gens que vous avez pu rencontrer? Alors, il s'agit de ce livre-là, hein, pour le coup, qui est également préfacé par Enki Bilal, donc c'est quand même rien. J'ai été extrêmement fier que Enki accepte de signer une préface.
Oui, j'ai vécu, pas moi personnellement, bien sûr, mais j'ai rencontré énormément de gens qui ont vécu ces désillusions. Et ces désillusions, ces difficultés, il y a de plusieurs ordres. Mais bon, d'une part, on va dire à l'époque, il faut se replacer, c'est relativement loin maintenant, déjà, c'est les années 90. Mais déjà, c'était très difficile pour les plus âgés. Les plus âgés, on va dire les plus de 50 ans, plus de 50 ans, de s'adapter au nouveau monde, aux nouvelles règles du jeu, une économie ouverte, la recherche d'emploi, la recherche d'un appartement, et puis l'État qui fournissait tout ça gratuitement, qui fournissait l'emploi, le logement, etc. Il fallait tout faire, et pour les plus âgés, c'était extrêmement difficile. Et donc, beaucoup, j'en ai vu beaucoup, disant, mais c'est très bien de nous dire qu'on est libre maintenant, mais qu'est-ce que je peux faire de ma Qu'est-ce qu'on liberté? fait? Je peux pas voyager, j'ai pas de travail, et alors, la liberté, à quoi ça sert? Bon, évidemment, quand on vient de Paris ou de Lille, on peut être choqué par des propos de ce type, mais pourtant, il faut se mettre une minute à la place de ces gens-là. Donc ça, c'était déjà une forme de désillusion. Et l'autre forme, je disais, qui est peut-être celle-là plus profonde et qui, d'une certaine façon, est encore un peu alimentée aujourd'hui, c'est le temps qu'il a fallu, toutes les conditions qui ont été imposées à tous ces pays pour entrer dans la famille européenne, pour entrer en particulier au sein de l'Union européenne. En quelque sorte, enfin, beaucoup, certains s'étaient imaginé que ça allait quasiment se faire du jour au lendemain. C'était une évidence. Le temps a passé, c'était loin d'être une évidence. Il y a beaucoup de conditions à remplir, de règles du jeu, etc. Beaucoup de sacrifices à faire en termes de réforme des structures de leur pays, de leur économie, de leurs institutions. Ça prenait énormément de temps. Oui, Et ça pose aussi la question de savoir si est-ce que tous ces pays, finalement, sont capables de rentrer, alors capables culturellement, enfin, de rentrer dans cette espèce de gros moule qu'est l'Europe, finalement. moi, j'ai envie de dire, on ne peut pas décider s'ils peuvent rentrer, mais Oui, oui. ce dont je suis sûr, c'est qu'on a besoin d'eux. C'est-à-dire, j'ai suffisamment circulé et vécu dans ces pays-là. J'ai envie de Intéressant. savoir que la véritable Europe, elle est là, quoi. C'est intéressant de vous entendre là-dessus. C'est vrai que c'est. Ça s'appelle l'Europe centrale, ben voilà, on va dire c'est le centre de l'Europe, quoi. Oui, c'est là, historiquement, culturellement parlant, on a besoin de la Pologne, on a besoin de la Hongrie, on a besoin de la Roumanie, voilà, bien sûr. Et Pourquoi alors pourquoi, si je pousse un peu. maintenant, ils sont dans l'Union européenne, hein, évidemment. Mais maintenant, on continue parfois à, à leur expliquer un peu la vie en disant oui, mais bon, vu de Berlin ou vu de Paris, il faudrait faire comme ça. Mais à un Ouais. moment donné, c'est peut-être pas toujours si simple. Ah non, c'est pas simple, et on le voit tous les jours dans les débats sur le sujet. Bon, ça serait un autre débat intéressant à poser. Mais, deuxième livre, Nema Problema, comme elles disent, sorti en 2017. Donc, c'est des portraits entre fiction et réalité. Ce sont des femmes à qui on a volé un peu l'enfance. Hein. Elles ont connu la guerre, elles ont envie de s'amuser, de vivre. Je trouve qu'elles sont très fortes, elles sont très fières. Vous leur rendez hommage avec ce livre, je trouve. Vous êtes un peu comme si vous étiez un peu le témoin, la voix de ces femmes. Bah, tout à fait. Et j'ai sorti là donc ça c'est celui-là. Hein. Nema Problema, comme elle dit, donc pas de problème, hein, c'est facile. Pas de problème, comme elles disent. Donc ça se passe, donc ce sont des portraits, là, alors pareil, hein, à mi-chemin entre la réalité effectivement et la fiction, et des portraits de femmes de Sarajevo dans l'après-guerre. C'est-à-dire que donc elles ont vécu la guerre, elles ont vécu le siège de Sarajevo, elles sont restées, elles ont résisté, les résistants. Certaines, d'autres avaient quitté Sarajevo, et notamment pour vivre à Paris. Et donc l'idée, c'est à travers leur histoire, à travers ces portraits, de leur rendre hommage. C'est ça, c'est une amie bosnienne, une amie sarajevienne, journaliste, en lisant le livre, m'avait dit que c'était un remarquable hommage aux femmes de Sarajevo. Et bon, venant d'elle, ça me faisait plaisir parce que elle était bien placée pour savoir si ça correspondait un peu à quelque chose ou pas, ce livre. Et voilà,
leur donner la parole, surtout dans un monde, dans un pays où ce sont souvent les hommes qui ont le droit à la parole. Oui, j'allais vous dire, on est quand même passé d'un Sarajevo très multiculturel et multiethnique à aujourd'hui, je crois que la grande majorité de la population est musulmane, donc avec des règles un peu nouvelles. Ça m'a fait un peu penser, je recevais en décembre un auteur juif d'Égypte qui a quitté l'Égypte, et Alexandrie qui était une ville multiculturelle et multiethnique, et qui, voilà, aujourd'hui, c'est un peu dommage de voir l'effondrement voilà, de villes comme ça qui portaient des messages, je trouve, humanitaires. Ça arrive qu'on appelait autrefois la Jérusalem des Balkans. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. La diversité des populations qui se trouvent là. Là, vous parliez aussi donc c'est un pays où la jeunesse ne rêve que de partir. Vous avez encore des amis, des contacts, il y a toujours ce lien avec cette ville, avec des gens. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, troisième livre, qui est un livre extrêmement personnel, qui est complètement différent, c'est Quand tu iras à Saigon. Vous et votre femme avez décidé d'adopter une petite fille, une petite fille de Saigon. Elle avait 11 mois à l'époque, je crois qu'elle a 8 ans aujourd'hui. Donc, c'est un livre, c'est une lettre que vous adressez à Sarah le jour où elle ira à Saigon, sur les traces de cette vie. C'est quoi c'est vraiment une lettre que vous avez voulu écrire à Sarah? Alors, c'est ce livre-là, hein, Quand tu iras à Saigon. C'est pas exactement une lettre. Ce sont deux récits qui se croisent. Il y a le récit que je lui fais. Dans un premier temps, je ne pensais pas écrire ce livre. Je pensais écrire un texte que j'allais un jour lui remettre quand elle sera quelque chose de très personnel et unique pour elle. Et puis, chemin faisant, je me suis dit, mais là, il y a peut-être quand même quelque chose à écrire qui pourrait être lu par tout le monde. Partager un peu cette expérience, parce que pas mal, ça concerne beaucoup de monde finalement, des adoptants, des adoptés ou des gens intéressés par le sujet. C'est aussi par le Vietnam, parce que je parle aussi du Vietnam dans le livre. Donc j'en ai fait un livre, et donc j'ai aussi tenu compte de ça dans l'écriture, bien sûr. Il fallait que ça puisse être lu par tout le monde. Bon. Mais une fois que j'ai fait ce choix, donc j'ai croisé deux récits. Le récit que je fais à ma fille, Sarah, de notre rencontre. D'abord, comment on en est arrivé là, comment moi et sa maman on en est arrivé à faire le choix de l'adoption. Ouais, c'était une question que j'allais vous poser, justement, comment à 50 ans on décide d'adopter une petite du monde. Pourquoi au Vietnam, etc. Donc je lui raconte tout ça, comment ça s'est passé, voilà, comment s'est passée son arrivée en France. Voilà, ses premières années de vie. Et ce récit-là se croise avec un autre récit qui, celui-là, est plus, pour l'instant, on va dire, de l'ordre de la fiction, mais nous verrons. C'est en gros un chapitre sur deux, pour faire simple. Hein. C'est le sorte de récit de elle, ça s'appelle Quand tu iras à Saigon, elle, retournant, mais adulte, disons à 20 ans, je ne sais pas, allant à Saigon pour aller sur les traces de son histoire. Et de découvrir cette ville, ce pays, etc. Bon, il se trouve qu'entre-temps, je le dis dans le livre, entre-temps, elle l'a redécouvert puisque nous sommes allés avec... Vous l'avez emmenée. Elle allait en vacances, elle l'a découvert, c'était un fantastique moment avec elle. On est allé là-bas aussi avec un... Vous l'avez emmenée pourquoi, Marc? Vous l'avez emmenée avant qu'elle ne vous pose les questions auxquelles il faut répondre? Non, elle avait déjà posé toutes les questions, on lui avait déjà apporté toutes les réponses. Non, elle connaît son histoire. Non, elle savait. Mais à un moment, on a eu le projet, on s'est dit, bon, on va aller en vacances là-bas. Et donc, elle était partante, effectivement. On était avec un couple d'amis qui avait adopté aussi un petit garçon là-bas. Et c'était 2 semaines, ça a duré 2 semaines. C'était 2 semaines, on a fait le nord et le sud du Vietnam. Et c'était un très, très beau moment. Et Sarah, aujourd'hui, on est encore très, très contente. Mais maintenant, est-ce qu'elle voudra retourner plus tard toute seule pour faire sa propre expérience? Parce que ce sera son choix. Voilà, c'est ce que je joue sur ces 2 tableaux-là dans le livre.
Alors, il y a beaucoup de choses à… Pourquoi le Vietnam, il y a une relation particulière avec le Vietnam en dehors de cette adoption Oui, alors enfin, oui. moi, je connaissais déjà bien le Vietnam avant parce que j'ai beaucoup travaillé pour l'école de journalisme de Lille. Je suis très souvent allé en mission là-bas pour des missions de formation auprès de journalistes vietnamiens. J'ai organisé là-bas des sessions, j'ai envoyé des formateurs, on avait un représentant sur place permanent, etc. Donc je connaissais déjà pas mal le Vietnam. Mon épouse connaissait le Vietnam, on était allés en vacances ensemble aussi, etc. Donc ça correspondait à quelque chose. Donc c'était notre envie première. Voilà, ça a failli ne pas se faire parce que c'est souvent très compliqué, l'adoption internationale, mais parfois il faut compter sur la chance. La chance est au rendez-vous, voilà. Bon, ben, génial. On va terminer sur, avant de parler de vos projets, sur quelque chose de très joli que vous dites sur ce livre. Vous dites que l'adoption, c'est dans les deux sens. Si vous avez adopté votre petite fille, elle devait aussi adopter ses parents. Je trouvais ça, c'est très, très vrai. Je trouvais ça très vrai et très joli. Voilà. Alors, on va parler de vos projets. Ça fait déjà 1 heure que nous discutons. Alors, je crois qu'il y a 1 ou 2 projets en cours, il me semble. Toujours un mélange de fiction qui s'appuie sur le réel. Qu'est-ce que vous allez nous concocter? Bon, là, je ferai bref et relativement quand même prudent sur le sujet, hein, puisque disons que là, je viens de terminer une autre histoire où là aussi, on va dire que je fictionne peut-être plus ou moins le réel, et qui se passe dans le milieu des librairies, qui se passe à Lille. Mais là, il s'agit d'un polar. Voilà. Donc, il y a un mort, forcément, sinon. Oui, il y a plus de polar. Voilà, et voilà, parce que parfois c'est compliqué le milieu des librairies, des librairies indépendantes. C'est extrêmement dangereux. C'est un métier très dangereux, libraire. Voilà, donc j'espère pouvoir, j'ai à peu près terminé là, le texte et j'espère pouvoir le publier cette année. On verra notamment en continu. Bon, alors dans les projets, on continue l'enseignement, j'imagine, le soutien au monde. Oui, bah, je continue actuellement à intervenir en éducation aux médias, oui, auprès de collégiens, oui, ça c'est bien beaucoup. Alors, en dehors de la Covid, qui nous empêche de le faire, mais est-ce que aujourd'hui vous continuez de fréquenter les aéroports, mais pour votre plaisir? Est-ce que vous voyagez toujours là? Oui, enfin, en dehors, oui, enfin, oui, enfin, beaucoup moins qu'avant. J'ai eu la chance de beaucoup voyager, d'aller un peu partout, voilà. Je fais ça très très souvent. Donc maintenant, je fais plus titre de tourisme de temps en temps. J'allais en particulier en Australie où j'ai des amis. Voilà, mais sinon, c'est la maison du Touquet, enfin le côté comme ça, un petit peu coco cocooning, vous appelle plus dorénavant que… Le Touquet n'existe pas dans la Non, mais région. je sais, de votre maison du Touquet. C'est une espèce d'encre. Non, mais j'ai bien envie de continuer quand même, bien sûr, à bouger un peu, mais bon, on va attendre les jours. Alors, quelques petites questions rapides, un peu que c'est un de Proust. Le livre du moment, vous lisez quoi là? Là, ce soir, vous allez lire quoi? Là, je vais démarrer un livre que je viens d'ailleurs chercher, Les fameuses librairies Plesseron, qui est un livre de Gérard Chaliand, dont j'ai plus le titre en tête, mais c'est un livre sur c'est un livre de géopolitique sur, en quelque sorte, comment un peu l'Occident a perdu la main au fil des dernières années. Là, voilà. Moi, intéressant. Je me plonge dedans. Là, voilà. Alors, question très difficile, et si vous n'avez pas la réponse, c'est pas grave, c'est un livre de chevet, un livre que vous recommandez, que vous offrez, un titre. J'aime beaucoup. Je suis très fan des livres des polars, pour le coup, de Deon Meyer. D'accord. Voilà. Alors, j'allais vous dire une librairie à Lille, mais bon, je connais un peu la réponse. Un lieu qui vous tient à cœur à Lille, un lieu où vous aimez vous ressourcer, ou un lieu où vous aimez vous asseoir, regarder je sais pas, la vie. Il y a quelques cafés, malheureusement fermés en ce moment, mais j'aime bien les cafés, j'aime bien y être, j'aime bien prendre un café, j'aime bien y écrire de temps en temps aussi un peu. Tout simplement, les cafés, j'aime bien. Oui. Et en dehors de Lille, une ville de cœur, alors en France, est-ce qu'il y a une autre ville où vous aimez partir Oui, en France, le Pays Basque. On va pas mal de temps chaque année au Pays Basque. Très belle région. Un magnifique pays. Ouais. Et, on a pas mal d'amis là-bas aussi, donc ça aide un peu aussi. Ça aide à passer d'excellentes vacances de ce moment. Ouais. Donc, Marc Capel, merci d'avoir été là ce soir chez vous et à midi chez nous.
Terminus Budapest, vraiment un livre que je vous recommande. Il est disponible sur rencontre-des-auteurs-francophones.com. Juste avant de se quitter, les livraisons de la semaine. Alors, j'ai reçu un livre très intéressant sur Louis Malle et son regard sur l'Amérique. Alors, tous les premiers exemplaires ont déjà été prévendus. On attend une nouvelle livraison. C'est de Pauline Gage, et puis qui n'a rien à voir, un livre d'une Française qui vit actuellement au Mexique après avoir vécu au Brésil, qui est un livre assez rigolo, avec des conseils, avec sa vision, avec ses difficultés aussi qu'elle a eues quand elle a dû arriver dans un pays dont on ne connaissait pas la langue, etc. Il y a aussi des jolies photos. Alors moi, j'ai la version là noir et blanc, mais il y a des très très jolis dessins qui sont signés de la fille de Wolinski. Donc voilà, je vous montre ce petit livre. Et puis la semaine prochaine, je reçois une Française de San Francisco, donc on part sur les hauteurs de la ville, qui va nous parler de 2 livres auxquels elle a collaboré, qui n'ont rien à voir. Un livre pour enfants en anglais, pour abandonner la tétine, un très joli livre pour enfants, et puis un livre qui fait un carton en France, on le voit pas mal dans tous les médias, que ce soit télé ou que ce soit presse écrite, les médias féminins qui parlent de ménopause sans tabou, un livre qui peut nous concerner toutes. Donc voilà, c'est Charlotte Attry qu'on recevra la semaine prochaine à 18h, heure de New York. Merci Marc d'avoir été là, c'était vraiment, il y aura encore plein de choses à dire, mais on se retrouvera peut-être pour le prochain livre, avec grand plaisir en tout cas. Merci beaucoup. En attendant, toutes mes amitiés aux habitants de l'île, de cette ville que j'aime bien. Et puis, je vous rappelle que cette vidéo est regardable en replay ad vitam aeternam, aussi bien sur la page que sur les sites Rencontres des auteurs francophones. Merci Marc, à bientôt. À bientôt.